Ensuite, une question d'actualité. Il y a le documentaire The Last Dance. J'ai été séduit par l'épisode sur Dennis Rodman. Donc, on voit un petit peu l'alchimie qu'il y a eu entre Rodman et Phil Jackson. Et je pense que Phil Jackson était un peu en avance sur son temps dans sa façon d'aborder sa relation avec les joueurs. Et je sais que tu peux faire un parallèle parce que tu peux citer une partie du documentaire Bien dans mes baskets, Martin et les Dragons. Pour les gens qui veulent le regarder, je conseille vraiment. C'est ça, Martin et les Dragons. Et un joueur que j'apprécie beaucoup, qui avait aussi un tempérament très fort quand il est arrivé à Jeanne Mance. Comment est-ce que tu gères ce genre de tempérament? Quelqu'un explosif, quelqu'un difficile à gérer. Tu vois, un Rodman, un Draymond Green. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Qu'est-ce que tu cherches en fin de compte avec eux? Ben, tu sais, je vais commencer par faire mon mea culpa, Rémi. Je n'ai pas encore écouté The Last Dance. Ouais, Je devrais me lancer là-dessus. Mais je me rappelle par contre là, de mes matchs que je regardais de Dennis Rodman, de quel type de personnalité il était. Puis effectivement, je peux revoir parmi mes joueurs et surtout quelques anciens, là, des jeunes qui ont des tempéraments qui peuvent être semblables. Euh, c'est c'est très difficile, mais ce que je dois dire aux gens, c'est qu'il faut aller au-delà du geste, du comportement, de la parole euh, et faire en sorte que de réaliser que ce geste-là ou ce comportement-là, il n'est pas dirigé vers le coach. C'est souvent une façon de faire, c'est souvent une façon de faire réagir qui n'est pas toujours appropriée en contexte de groupe, qui des fois, justement, réagit. Puis moi, ma façon à moi, c'est de déstabiliser. Donc, si je le sais qu'un joueur a un trouble de comportement, va réagir, je le sais que tôt ou tard, il va le créer vers moi, il va le créer vers un autre. Je veux l'amener dans un espace qui ne pense pas que je vais aller. Si je me fâche après, puis je le sors du gym, puis que là, je kick un ballon, puis que je t'en maudis après tout le monde, bien ça, c'est la façon qu'il pense que je vais réagir. Puis il a choisi son comportement pour que je réagisse de même. Parce que, en général, beaucoup d'adultes vont faire comme ça. Euh, donc, moi, ma façon de faire, et là, c'est plus bon le travailleur social professionnel qui réfléchit, c'est de dire comment je vais faire pour le déstabiliser. Comment je vais faire pour lui démontrer que finalement, il veut me faire peur. Ça ne me fait pas vraiment peur. Il veut me faire fâcher. Je ne me fâcherai pas, je vais rester le plus calme possible. ouais, Euh, pour après ça, reprendre la situation et là, lui parler dans un autre moment où il va être beaucoup plus réceptif. Parce que si je le prends uniquement émotivement, je vais réagir. Il va être content parce qu'il va m'avoir fait réagir. ouais. Ça va exploser. On ne réussira pas à régler la situation. Euh, Tandis que si je prends quelques pas de recul, je réfléchis, et des fois, c'est là que c'est plaisant d'être à 2-3 parce qu'on on peut s'entraider dans ce genre de situation-là. Euh, donc, à partir de ça, ben, on peut arriver à dire OK, respire un peu, puis là, ben, on prend tranquillement. Puis dans certaines situations, j'ai juste arrêté, puis j'ai dit OK, on respire. Là, c'est correct, là. Tout est bon, tu as déchaîné ce que tu avais à déchaîner. Es-tu prêt à les relancer, là? Ouais. Là, hop, là, je ne m'attendais pas à ça. Là, je m'attendais à ce qu'il se fasse mettre dehors. Je m'attendais à ce que tu me renvoies chez nous. Je ne peux pas dire une affaire de même. Non, non, regarde, c'est correct. Je ne l'ai pas pris personnel, là. Va lancer au ballon. Tu es venu ici pour lancer au ballon. Va lancer au ballon. Ouais, ouais. Non, non, va lancer au ballon. Là, Il est ben, là, tu sais, là, perdu. on vient de défaire. Il est perdu. Moi, c'est l'exemple de mon fils. Mon Mhm. fils, il cherche ça. Il est Oui, très à c'est l'aise ça. dans le conflit, Loris. Très à l'aise dans le conflit. Et s'il voit que tu mords, c'est fini. Ben oui, C'est c'est fini. ça, exactement. Il va te tenir là-dedans. Et si par contre tu ne mords pas, à un moment donné, j'ai compris, parce qu'un psychologue m'a expliqué, ils m'ont dit, pas plus de 3 secondes. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait, avec lui, ne donne pas d'importance, sors. Sors ou alors dis-lui que tu n'es pas d'accord. Tu dis, moi, je ne pense pas comme toi. Complètement perdu. Mhm. Complètement perdu. Alors que si je l'alimente, il est capable de surenchérir. Mais là, non. Oui. Et Seb avait une super phrase pour ça, Sébastien Pavia. Il disait, tu ne fais pas la guerre avec un dur.
Mhm. Le conflit, là, lui, il est à l'aise là-dedans. Il connaît ça par cœur. Donc, si tu veux faire la guerre avec lui, tu perds ton temps, tu ne vas pas gagner. Non, c'est ça. Puis Oui. tu rentres dans son arène à lui, là. Tu Oui, sais, fait que t'es mieux de changer de terrain. Tu sais, c'est change de ça. terrain, puis Et surprends-le avec d'autres choses. finalement, pour faire un peu le lien avec The Last Dance, comme je disais, c'est un peu ce que Phil Jackson faisait avec Rodman. Rodman est un grand. Nous, avec des jeunes, on doit quand même agir différemment. Oui, oui, c'est sûr. Mais avec un grand, avec un adulte de 35 ans qui a failli se mettre une balle dans la tête quand il jouait chez les Pistons de Détroit, qui a sauté une coche et qui décide de vivre libre, tu peux lui imposer quoi? Tous Mhm. les autres ont échoué. Phil Jackson, il n'a pas essayé de le juger. Il a créé un lien, comme on disait, et ça doit prendre du temps. Il a créé un lien. Ils avaient ils avaient une réelle amitié entre les deux. Mais Phil Jackson faisait des concessions. Il vit comme ça, mais il est à 100% quand il est sur le terrain. Est-ce que je vais chercher à le dresser ou est-ce que je vais chercher à optimiser ce qu'il peut me donner? Finalement, il n'a pas essayé de le changer. Il s'est battu pour des guerres qui pouvaient, pour des batailles qu'il pouvait gagner, quoi. Mhm. Mais c'est tout. C'est tout. Donc, on va passer à la prochaine question, Martin, parce que le temps avance. Question de coaching. Moi, je m'aperçois que dans le coaching, les gens voient souvent qu'un seul aspect. C'est-à-dire, tu as déjà posé la question, quand on parle de basket, tu as déjà posé la question à un entraîneur, à un coaching, en lui disant, c'est quoi un bon coach? Les réponses que tu vas avoir souvent, c'est oh, c'est quelqu'un qui est capable de faire le bon changement au bon moment. C'est quelqu'un qui est capable de prendre le bon time-out au bon moment. C'est quelqu'un qui a des bonnes tactiques qui conviennent bien à son équipe. Mais ça, c'est tout très terrain. Mais du coaching de personne. C'est quoi ta vision du coaching à toi? Ben, ta question est super intéressante, Rémi. Puis, tu sais, j'avais un sourire quand t'en parlais parce que euh, j'ai donné une conférence d'une couple de mois qui parlait de la relation entre l'entraîneur et l'athlète. Puis, j'étais allé chercher quelques résultats de recherche qui demandaient justement à l'entraîneur c'était quoi un bon entraîneur. Puis c'était exactement ce que tu dis. Tu sais, les entraîneurs, eux autres, ils se disent OK, c'est quelqu'un qui connaît sa technique, qui connaît ses tactiques, qui amène. On parlait beaucoup si on parle de basket, on parlait beaucoup de X et de O. Par contre, quand tu poses la question aux athlètes, ben, dans c'est quoi un bon entraîneur, ben, les 10 choses qui ressortent, aucune ne parle de technique. Aucune ne parle de X et de O. Tout parle de l'émotionnel, qui prend soin de moi, qui sait m'écouter, qui est respectueux. Donc, c'est tout, ça part toutes des valeurs humaines alentour de la relation entre l'athlète et l'entraîneur. Ouais. Donc, on est loin, on est comme dans des dichotomies, là. Pourtant, on investit beaucoup, beaucoup de temps comme entraîneur dans nos connaissances techniques, tactiques. Ouais. Euh, Puis je pense on n'en investit pas assez dans notre connaissance de l'humain. On pourrait dire ça comme ça. Là. Connaissance de l'humain, technique de communication, technique de gestion de relations, de stress, tout ce qui concerne l'alentour de l'athlète. Je pense qu'on devrait avoir plus de contenu. Puis c'est sûr que c'est un changement un peu de culture. Là. L'entraîneur est plus et puis celui qui dirige tout sur le terrain, c'est une question de relationnel. Donc, donc voilà. Fait que c'est sûr que, pour moi, si tu parles de c'est quoi un bon entraîneur, je vais ramener des entraîneurs qui vont être capables de créer un lien avec leurs athlètes pour faire ressortir le meilleur de ce qu'ils sont. Hein? Ouais. Puis, donc, à partir de là, on rentre beaucoup alentour de la relation individuelle entre les jeunes, être capable de saisir son jeune, son athlète, peu importe l'âge, de Ouais. saisir son athlète pour être capable de mieux répondre à qui est au moment où il est rendu là, dans le présent. Là. Il y a toujours un truc qui m'a frappé là-dedans, d'ailleurs, Martin. Je ne sais pas si tu aimes Greg Popovich, pardon, Mm. l'entraîneur des Spurs. J'ai toujours eu l'impression que ce gars-là, des fois, il récupérait des gars qui avaient une réputation. Quand ils allaient dans son équipe, ils étaient métamorphosés. Ouais, ouais. Nick Van Exel, c'est un exemple qui me vient comme ça. Stephen Jackson.
c'est un exemple qui me vient comme ça. Que lui, il a eu des matchs de suspension parce qu'il s'est battu à Indiana. Il avait une réputation ici. À chaque fois qu'il amène des gars comme ça dans son équipe, il est capable de faire prendre la sauce, de les intégrer et de les exploiter. Oui, c'est ça. C'est que ce genre de joueurs-là, tout comme Dennis Rodman de tantôt, ou tout comme ceux qui, si on y va à plus petite échelle, les jeunes qui ont des difficultés de comportement ou une haine, ils peuvent apporter beaucoup à une équipe parce qu'ils ont une intensité. Oui. Donc, il faut juste travailler avec eux autres sur comment contrôler cette intensité-là pour qu'elle soit au profit du groupe. Comme Donc, Draymond Green. Pardon? Comme ce qu'ils font avec Draymond Green. Exactement, c'est ça. Steve Kerr fait très bien. Fait que, tu sais, des entraîneurs comme ceux-là, ils arrivent à gérer tous ces individus-là comme une business, puis en disant, OK, comment on va faire pour en faire que notre produit final soit le résultat de tout ce que vous êtes de bien. C'est ça. Et je sais que là, je vais me faire tirer dessus, mais c'est la réflexion que j'ai eue quand j'ai appris le trade de Piquet Subban du Canadien de Montréal, où moi, je disais ouvertement, ils aiment les gentils garçons. Ils aiment les gentils garçons, ils ne savent pas gérer les bad boys. Mais ça peut t'apporter. Et on en parlait. Dennis Rodman, si Phil Jackson a géré Dennis Rodman et qu'ils ont gagné 3 titres, Piquet Subban à côté de Dennis Rodman, excusez-moi l'expression, mais c'est peut-être du pipi de chat. Draymond Green à côté, c'est pareil. C'est peut-être que dans le hockey, ils n'ont pas l'habitude de gérer ce genre de personnalité, mais c'est des gens qui apportent un coup d'éclat, c'est des gens qui apportent et qui souvent s'attirent la sympathie du public et des fans. Les gens adoraient Rodman, les gens aiment Draymond Green aussi. Sauf qu'ils obligent, Rémi, à l'adaptation des dirigeants, incluant l'entraîneur. Parce que si tu ne t'adaptes pas, ben tu ne survis pas. Donc, parce qu'eux autres sont meilleurs là-dedans. Tu l'as dit tantôt, ils sont meilleurs dans ce relationnel-là. Fait que ça prend une capacité d'adaptation de l'entraîneur, puis dans le cas professionnel, des dirigeants qui vont accepter que, OK, s'il se passe des choses, ça fait partie des effets collatéraux, puis on va gérer ça. Oui. Maintenant, Martin, quelque chose qu'on oublie souvent dans la relation de groupe. On a parlé du groupe, les entraîneurs, les joueurs. Mais il y a les assistants. L'intégration des assistants et comment voir les assistants. Il y a beaucoup de relations coach-assistant qui sont difficiles et il y en a qui sont absolument magiques. Il y a des équipes qui réussissent et tu as l'impression que tout le monde est head coach. Et je veux dire, tu vois dans les Raptors, la façon dont Nick Nurse intègre ses assistants comme Scariolo, tout ça, ça a l'air super intéressant. Moi, je le disais, je ne m'en cachais pas, j'étais tellement individualiste qu'on en riait. Je disais, mon premier but déjà, c'était de les faire dégager pour être sûr de faire ce que je voulais derrière. Mais un assistant, si tu veux vraiment que ça fonctionne, il faut l'intégrer de façon habile. Ce n'est pas un ramasseur de balles et ce n'est pas un vérificateur d'échauffement. Donc, pour toi, comment est-ce que tu intègres? Qu'est-ce que tu fais avec tes assistants? Ben, tu sais, avant de commencer, Rémi, ben, tu connais mes assistants que j'ai eus dans les dernières années. Je peux te dire que j'ai été grandement choyé. Chacun a sa personnalité, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, tout comme moi. Donc, tu sais, nous, on était plus dans ce que tu disais par rapport au coach des Raptors. C'est qu'on était beaucoup plus en début d'année à un échange de compétences. Donc, de se dire que le décisionnel ne vient pas de Martin, le décisionnel va venir de l'équipe d'entraîneurs. Oui. Et ce que je souhaite, c'est que vous interveniez ou que chacun des entraîneurs intervienne selon le champ de compétences le plus souvent possible. Et c'est sûr que pour certains jeunes, c'est rassurant de voir qu'il y a un coach en chef. Donc, nous, on a quand même gardé ces titres-là. Mais dans les faits, si mes assistants veulent changer le jeu, veulent prendre un temps mort, moi, je n'ai aucun problème. Oui. Donc, les changements se font par eux. Le changement de rythme peut aussi se faire par eux. Et on a des discussions. Encore là, c'est la même chose qu'avec le reste du groupe. Tu sais, on a des discussions en groupe, on prend des décisions en groupe et même des décisions purement techniques.
Puis après ça, quand on arrive sur le terrain, on est d'accord sur les mêmes choses. Puis pour arriver à faire ce genre de gestion-là comme entraîneur, bien, ça prend aussi une capacité d'adaptation parce que j'accepte, j'ai eu des jeunes entraîneurs les dernières années qui étaient aussi dans notre équipe de vieux entraîneurs. À un moment donné, on avait 100 ans. Dans notre équipe d'entraîneurs, on avait 100 ans d'expérience de coach. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'expérience de coach. Mais à l'intérieur de tout ça, il y en avait un qui c'était à sa première année. Donc, lui, quand il arrivait, ça aurait été facile de dire hey, attends un peu, là, tu vas comprendre, toi. Mais non, on acceptait ses idées parce qu'il y avait des idées nouvelles, des idées différentes. Il était capable d'apporter quelque chose au groupe que nous, on avait plus de difficultés à aller chercher. Donc, je pense que l'intégration, j'ai eu la chance de coacher à plusieurs entraîneurs. Il y en a qui disaient waouh, comment tu arrives à faire ça? Bien, je dis, nous autres, c'est pas un défi. Nous autres, c'est un méchant plaisir. Là. Moi, je suis chanceux de pouvoir avoir 2, 3 assistants. Pour moi, ça, c'est une source exceptionnelle. Oui. Donc voilà, je pense que c'est ça. Ça prend un partage des connaissances, un partage des tâches, un partage. Tu l'as dit, c'est pas à cause que tu es assistant que tu ramasses les ballons. Là, ça n'a rien à voir. C'est moi qui lave les habits avec nos équipes, c'est pas l'assistant. Là. Et chercher à savoir ce qu'ils veulent faire aussi. Ben oui, intégrer leur projet personnel parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie de rester assistants. Exact. Savoir peut-être comment est-ce qu'ils veulent évoluer au sein du programme ou tout simplement comment est-ce qu'ils veulent évoluer dans leur carrière d'entraîneur pour montrer qu'en fait on les épaule dans leur projet personnel aussi. Oui, puis tu sais, comme responsable de programme, je dois encore plus avoir le souci de ça pour tous les entraîneurs du programme. Tu sais, qu'est-ce qu'eux, ils veulent, comment on peut les alimenter, c'est quoi leurs besoins, surtout que ça se fait chez nous de façon pratiquement bénévole. Là. Donc, tu sais, il faut arriver à les répondre et à les alimenter le plus possible pour qu'ils sentent qu'ils ont les compétences pour évoluer. Oui. Martin, tu as 2 joueurs qui se battent sur le terrain. Tu as 2 joueurs pendant une pratique qui se tapent dessus. Comment est-ce que tu réagis? Et ça, c'est pas évident. Ça m'arrivait personnellement. Étant quelqu'un de très engagé, ça m'est arrivé de me battre pendant les pratiques. Comment est-ce que toi, tu vas réagir à une situation comme ça? Bien, un peu comme j'ai dit tantôt, c'est une crise qui se passe. Je pense que la première chose qu'il faut réfléchir sur le vif, c'est y a-t-il du monde en danger? Là? Parce que on est des gros bonhommes en basket. Hein? Donc, ça peut dégénérer puis ça peut avoir des effets qui sont physiquement qui peuvent être difficiles. Par contre, ça reste le symptôme de quelque chose. Puis dans le visuel de Martin et les Dragons, dans le documentaire Martin et les Dragons, on a une situation qu'un de nos jeunes relate qui s'est passé, qui est exactement ce que tu dis là. J'en ai eu même un cette année. J'ai eu une bataille dans mon équipe à l'intérieur d'une pratique cette année. Donc, c'est à ce moment-là, moi, je pense que justement, on s'assure que tout le monde est en sécurité. Puis, je vais revenir à ce que je disais tantôt. On détourne. On ne va pas où ce qu'ils veulent qu'on aille. Donc, si on va juste dans le conflit puis que là, on fait juste essayer de les mettre en lien, ce n'est pas le bon moment. Il va y avoir d'autres temps pour faire ça. Il va y avoir d'autres temps pour comprendre ce qui s'est passé pour en arriver au coup. Excusez. Ça, mais ce moment-là va nous servir à relancer. Puis dans le film, on le voit, j'ai tout simplement arrêté. J'ai dit, bon, vous avez fait ce que vous avez à faire? Bon, allez jouer. Puis on a recommencé. Oui. Mais pas ça. Parce que souvent, on va avoir le réflexe à vouloir faire qu'il s'arrange tout de suite. Et puis que... Oui. Mais c'est pas le bon moment. Oui. C'est ça, c'est pas le bon moment. Okay. C'est souvent dirigé entre eux de quelque chose qui est là depuis longtemps ou d'une situation qui n'a pas du tout rapport, qui vient de l'extérieur puis qui a été allumée parce que là, on a commencé à jouer physique. Puis, donc, quand tu creuses un petit peu plus loin, tu te rends compte que c'est ça. Des fois, c'est quelque chose de bien banal. Donc, c'est le symptôme d'une situation qui est souvent pas mal banale puis qu'on réussit à défaire rapidement, mais pas dans le moment de crise, dans un moment à l'extérieur de la crise. Alors ensuite, Martin, tu vas avoir dans un groupe, et ça arrive fréquemment, je te dirais, ça dépend aussi du niveau dans lequel ton équipe évolue,
mais tu vas avoir dans ton groupe des niveaux très différents. Tu vas avoir des joueurs qui peuvent être bons, très bons, et à l'inverse, il y en a qui sont beaucoup moins bons. Comment tu vas faire, Martin, et ça, moi, c'est vraiment un questionnement profond. Comment est-ce que tu vas faire pour garder ceux qui sont moins bons, pour éviter qu'ils décrochent, pour éviter qu'ils abandonnent? Parce qu'on s'aperçoit, on commence avec un nombre de joueurs dans l'effectif. Souvent, ça m'est arrivé. Et à la fin de l'année, il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a beaucoup qui sont partis. Et ça m'a amené à des questionnements, à me dire, je suis dans une fin de match. Et je sais que ça va peut-être paraître bizarre, ce que je dis. Mais je suis dans une fin de match, c'est serré. J'ai un joueur qui n'est pas bien. Je sais que je risque de le planter. Si je le sors à ce moment-là, alors qu'il a fait des mauvaises choses ici et là, est-ce que je risque pas de faire en sorte qu'il se dise « Oh, je suis vraiment nul, j'arrête ». Donc, comment est-ce que tu gères justement pour que ces jeunes n'arrêtent pas parce qu'ils peuvent devenir bons, ils peuvent s'améliorer et puis toi, tu veux les garder dans ton groupe. On ne va pas finir à 5 joueurs. Donc, comment est-ce que tu fais pour les garder intéressés et pour les garder dans ton groupe? Bien, je pense qu'il y a vraiment deux niveaux à ce que tu disais, Rémi. Tu parlais des joueurs plus faibles dans tes exemples, mais je pense que ça vaut aussi pour les joueurs plus forts ou trop forts par rapport au reste du groupe. À ce moment-là, on ne parlerait pas nécessairement d'abandon, mais plus d'un démotivement, d'une démotivation là, avec ces jeunes-là. Donc, je pense que c'est extrêmement important de préciser en début d'année les rôles attendus ou les rôles prévus face à chacun des jeunes. Donc, si un jeune qui a un peu plus de difficultés se retrouve dans un rôle de 12 joueurs, se retrouve dans un rôle de 10, 11, 12, mais c'est important de lui mentionner dans ton équipe à toi, c'est qu'est-ce que ça fait un 10, 11, 12? C'est quoi son temps de terrain? On s'attend à quoi? Puis, est-ce que ça peut, surtout, est-ce que ça peut bouger un 10, 11, 12? Ouais. Et là, j'ai pas peur de le mentionner, mais c'est peut-être quelqu'un que des gens qui vont écouter connaissent, mais un gars comme Membi Diawara, qui était sur l'équipe canadienne, à sa première année, qui joue professionnel présentement, je pense que c'est en Espagne. Ouais. Ah, c'est pas Bulgarie ou Hongrie, c'est un pays de l'Est, il me semble, de l'Europe. Ça se peut. En tout cas, qui joue professionnel. En fait, il a commencé en Argentine, la saison s'est terminée et il est parti en Europe de l'Est. Donc, Membi, à sa première année avec nous en juvénile élite, j'y avais fait faire le choix d'aller développement ou élite. Il a choisi d'aller élite et il était 12e joueur de mon équipe. Je me rappelle très bien de la conversation que j'avais eue avec lui. Et je me rappelle qu'il m'avait dit aussi, Martin, je vais te démontrer que je ne suis pas un 12e joueur. Puis là, j'avais dit, c'est correct, Membi. Ouais. Mais au fil de l'année, le 12e joueur est devenu un 2e joueur cette année-là. Puis l'année d'ensuite, un confirmé dans tout le Québec. Oui. Donc, c'est sûr que c'est un exemple qui est un petit peu particulier, mais c'est important de parler des rôles puis de parler aussi de comment tu peux évoluer dans les rôles. Autant pour celui qui est 1, 2, 3, puis qui pourrait finir 6, 7, 8, hein, que celui qui est 6, 7, 8, qui pourrait se retrouver 4. Oui. Donc, ça, c'est important. En cours d'année, je pense aussi qu'il faut que les gens se sentent importants dans l'équipe, que chacun ait son importance, peu importe ce qu'il fait. Donc, reconnaître que celui qui est tantôt tu disais on ne pourra pas finir à 5, celui qui est 10, 11, 12, s'il n'est pas là, on n'a jamais de 5 contre 5. Oui. Hein, on s'entend? S'ils ne sont pas là, on n'a pas. Fait qu'ils sont importants. S'il ne te challenge pas s'il choisit de ne pas te challenger pendant la pratique, il va ralentir ta progression, même si tu es 1. Oui. Donc, là, on donne de l'importance au rôle particulier des gens qui vont peut-être avoir moins de temps de terrain en période de match. Oui. Mais qui, en période de pratique, vont avoir des rôles vraiment, vraiment, vraiment extrêmement importants. Puis à l'inverse, avec les 1, 2, 3,
bien là, on peut parler avec même 4-5, on peut parler de leadership puis de rôle important, mais pas au niveau basket. Oui, Donc, pour les amener dans une zone où ils sont peut-être un petit peu moins à l'aise, puis qu'ils vont comprendre que dans cette zone-là, ils vont eux aussi pouvoir apprendre. mais c'est Donc, délicat parce que justement, même s'ils ont des rôles intéressants pendant la pratique, eux, ils visent le match. ouais. Et comment tu fais pour gérer ça, quoi, pour arriver à leur dire, tu joues pas beaucoup, mais comment tu les raccroches en fait? Comment tu fais en sorte qu'ils patientent, qu'ils restent vraiment intéressés par le projet? Ben, tu sais, c'est sûr que j'essaie, là je dis j'essaie parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais j'essaie de donner à tout le monde une occasion d'être sur le terrain à chaque match. Ouais, Donc ça, j'essaie de faire ça. Je trouve ça important. Je trouve. Puis mon leitmotiv depuis 3, 4, 5 ans, c'est oblige-moi à te laisser sur le terrain. ouais, Peu importe le rôle que tu as, oblige-moi à te laisser sur le terrain. Puis je ne te changerai pas parce que tu fais une erreur technique. ouais, Je ne te changerai pas pour cette raison-là. Je vais te changer si tu fais s'il y a un manque d'effort, je vais te changer s'il y a des difficultés que je vois que tu n'es pas capable de réagir. Mais je ne te changerai pas pour ton manque technique. Ça, on va pratiquer ça. Par contre, le temps que tu es là, tu sais ce que tu as à faire, tu as ton rôle, tu le sais, oblige-moi à te laisser là. ouais, Tu sais, jouer à défensive, là, ça demande pas ça demande de l'effort, mais ça ne demande pas beaucoup, beaucoup de compétences techniques. Là, tu sais, ça en demande, mais la majorité les ont. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de se donner, ça demande un peu plus de chien, un peu plus d'agressivité. Donc, ça, joue ce rôle-là. Va chercher des rebonds, joue physique. oui. Hein? Fais le bon pic au bon moment, la bonne passe à la bonne personne. Donc, ça ne demande pas de scorer des points. Là. Tu vas avoir un Donc, joueur, un de ceux-là, qui a fait 0 sur 10 au tir, qui a perdu 5 ballons et qui a pris 2 rebonds. Est-ce que tu vas lui parler du 0 sur 10 au tir, des 5 balles perdues ou des 6 rebonds? qui a ramassé les 5 balles perdues? Il a perdu 5 ballons. OK, répète-moi, Tu as un de ces joueurs-là, donc, Ouais. qui est en difficulté. Et lors de ce match-là, il a fait 0 sur 10 au tir. Il a perdu 5 ballons et il a pris 6 rebonds. Tu vas y parler quoi? Ah, il a pris 6 rebonds. Moi, je vais Ouais, lui parler des 6 rebonds. voilà. Tu sais, parce que si je parle juste de ses erreurs tout le temps, je fragilise sa confiance. Ouais, Donc, en fragilisant sa confiance, la prochaine fois qu'il va aller sur le terrain, il va avoir une pression beaucoup plus que l'autre joueur à qui j'ai rien dit, même s'il a fait 3 mauvaises passes. Là. ouais, Donc, tu sais, à lui, il faut bien plus que j'y aille avec ce qu'il fait de bien. Puis, ce que je vais renoter, souvent, je le fais dans la chambre au retour, c'est que je vais noter qu'il a pris 6 rebonds. ouais. Je ne noterai pas ces 5 mauvaises passes. Là. Je vais dire, wow, tu sais, 6 rebonds. Ça, c'est quelque chose. Là. Ah, non, non, c'est ça. Donc, toujours rester dans le positif. Ben oui. Puis, tu sais, on dit tout le temps que, puis c'est souvent le contraire hein, chez les entraîneurs, mais on dit tout le temps que ça devrait prendre un 3-4 commentaires positifs pour un commentaire négatif. Puis souvent, c'est l'inverse. On est souvent à 3-4 commentaires négatifs, puis une fois de temps en temps, on en dit un positif. Exactement. Donc, faut arriver faut travailler fort pour changer cette mentalité-là qui fait en sorte que nos athlètes vont aller chercher une Ouais. confiance en eux. C'est ce que je disais quand j'étais joueur à un de mes entraîneurs. On perdait toujours les jeunes. Mais moi, je disais, t'es jeune. Je disais, il faut que tu les intéresses à un moment donné. Tu peux pas toujours leur faire des réflexions. Je dis, ils ont des qualités, tes jeunes. Je dis, on n'est pas dans le meilleur club du monde, alors tu n'as pas les meilleurs jeunes du monde. Mais ils ont des qualités. Mais seulement si tu leur envoies toujours ce qu'ils ont fait de mal dans la face, au bout d'un moment, ils explosent. Ça ne marche pas. Il faut que tu les motives. Et moi, j'ai eu la chance de tomber à une époque de ma vie sur un entraîneur russe en France qui ne relevait que ce que je faisais de bien. J'étais en situation d'échec monumental. J'étais sur le point d'arrêter le basket. Et il est venu me chercher pour m'entraîner, pour que je puisse m'entraîner avec l'équipe première du club. J'avais 15 ans. Le Mm-hmm. club jouait en National 2. Il m'a tout laissé faire, carte blanche, et tout ce que je faisais, c'était bien. J'ai fini par le croire. Oui, oui, c'est ça, J'ai exactement. fini par le croire, il a changé ma vie.
Alors, je suis parti du gars en qui personne ne croyait. Je cirais les bancs et des fois, j'étais même pas dans les effectifs jeunes, à un gars qui commence à s'entraîner à 15 ans avec la Nationale 2, qui est surclassé et qui finit la saison avec eux en rentrant quelques minutes par match. Et tout le monde disait, mais comment il a pu se métamorphoser en si peu de temps? Mais c'est parce que l'autre m'a montré que j'avais la capacité de faire quelque chose et que j'avais un potentiel. Donc, c'est ça qui est très important, à mener toujours du renforcement positif. Martin, on arrive au bout. Ça a été une belle entrevue et je veux finir sur quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai partagé quelque chose sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps et c'était un témoignage par rapport à Martin, au reportage, Martin et les Dragons. OK, Et non, j'ai pas vu. en fait, c'était pour, une fois de plus, pour montrer qu'il est important de rentrer dans la vie du jeune. Et je vais dire, c'est l'exemple de Monsieur K, parce que je ne vais pas citer son nom. Et moi, c'est un jeune qui était dans ton équipe. Je l'avais en préparation physique. Et en fait, j'aimais pas trop sa façon de faire, j'aimais pas trop son comportement. Il venait, mais je voyais quand même qu'il avait un peu peur des barres, tu sais, qu'il n'était pas à l'aise dans une salle de musculation et c'était un joueur qui avait quand même un bon potentiel, si tu vois duquel je parle. Peut-être que tu vas comprendre après. Oui, c'est ça, je te Mais laisse continuer. ouais, donc il avait quand même un bon potentiel, mais en muscu, il niaisait, puis il faisait rien, puis des fois il ratait les pratiques. Et moi, je disais, oh, ce gars-là, c'est un feignant, je suis pas capable, j'aime pas ce genre de joueur, il se donne pas, il n'arrivera à rien, blablabla. Bla, bla. Et j'abandonne un peu sur lui. J'abandonne. Tu sais, je dis, oh, qu'il aille se faire voir, s'il veut pas. Moi, je me concentre sur ceux qui veulent être là. Mais je cherche pas à aller plus loin. Et des mois plus tard, peut-être même des années, sort le documentaire Martin et les Dragons. Et il y a une passe sur Monsieur K. Et Martin parle, et Martin dit, on avait de la misère avec lui, en cours il ne suit pas, au basket il y a des problèmes de comportement, et on essaye vraiment de travailler dessus, mais on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on a du mal. Et Martin dit, quand on a livré les paniers repas, parce que, bien dans mes baskets, livrer des paniers repas pour les familles qui étaient dans le besoin, à Noël, pardon, c'était des paniers de Noël, là. Et Martin dit, ça m'a pris 2 minutes en rentrant chez lui pour tout comprendre. Et tu disais, des fois, il y a des cas chez des jeunes où on dit qu'il n'y a rien dans les placards, mais là, il n'y a pas de placard. Et là, tout est posé par terre. Sa maman travaille toute seule pour élever plusieurs enfants. Donc, elle travaille beaucoup, elle n'est pas là, elle a quand même du mal financièrement. C'est un gamin qui n'a pas d'argent, vraiment, vraiment pas. Et donc, tu avais dit, à partir de là, on a compris. Et on a compris comment intervenir. Et tout un système s'est mis en place pour qu'il puisse avoir accès à une carte de bus, pour qu'il puisse avoir accès à des petits déjeuners, pour qu'il puisse manger. Toi, tu l'as pris plus souvent, comme tu disais, 3-4 fois par semaine, tu vois, pour faire tes interventions avec lui. Et finalement, il a eu ses cours privés et on a vu que son niveau d'énergie a augmenté, qu'il a été plus présent au cours et il s'est transformé même au basketball. Et qu'il y a eu de très bons résultats avec ce jeune-là à cette période-là, quand vous l'aviez sous la main. Et je voulais vraiment boucler là-dessus pour amener tout le monde à réfléchir. Quand tu as un jeune qui arrive 10 minutes en retard, avant de lui gueuler dessus, essaye de savoir ce qui s'est passé. Il y a une bonne phrase, Rémi, qui dit un peu ce que tu dis là. C'est avant de crier après un jeune qui refuse de courir ou qui ne court pas assez vite comme tu le souhaiterais, prends le temps de regarder s'il n'y a pas une roche dans son soulier. Oui, c'est excellent. C'est une très, 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 très bonne image parce que là, il n'y avait pas des roches, il y avait des rochers dans ses souliers. Donc, c'est une très bonne image. Martin, pour terminer, où est-ce qu'on peut voir le documentaire Martin et les Dragons? Est-ce qu'on peut toujours le voir? Présentement, le documentaire n'est pas accessible via le net ou Ouais. on souhaite pouvoir avoir une entente là, avec le distributeur pour pouvoir le mettre à accès un peu plus libre. Ouais. Sinon, c'est sûr qu'il y a des capsules qui sont intéressantes où vous allez pouvoir voir un petit peu là, comment on travaille en allant sur Google et en tapant Martin et les Dragons.
Il y a aussi sur le site du CREMIS, donc CREMIS, qui est un centre de recherche, où là, vous allez, il y a un dossier bien dans mes baskets. Et sur ce dossier-là, vous avez beaucoup, beaucoup de contenu, là, tant au niveau des vidéos qu'au niveau des recherches qui ont été faites sur le programme Bien dans mes baskets. Puis on a une page Facebook, BDMB Dragon, et aussi une page là, biendansmesbaskets.ca, là, où vous allez pouvoir avoir un peu d'informations là, sur le programme. Écoute, Martin, c'est excellent. Moi, ce que je te propose, c'est que je vais mettre les liens dans la vidéo. Je vais mettre des liens pour que les gens puissent y avoir accès. L'heure tourne. Il est temps de boucler le podcast. Alors, on s'est vraiment fait plaisir. Moi, personnellement, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets-là. Tu m'as apporté énormément en termes de coaching, que ce soit basket, j'ai arrêté, mais dans mon coaching en préparation physique et même avec mes enfants. Donc, je t'en remercie et j'espère que tout le monde va également pouvoir en profiter. Un plaisir, Rémi. Vraiment bien content d'avoir fait cette rencontre-là avec toi aujourd'hui. Toujours très motivant, très stimulant comme échange. Donc, j'apprécie beaucoup. Puis si jamais il y a des questions par la suite de tout ça, n'hésite pas à transférer les gens. Ça me fera un grand plaisir. C'est parfait. Ben, c'est vraiment gentil, Martin. Sur ce, je vais te dire au revoir. Nous, on va se voir, on va se parler de toute façon dans pas longtemps, parce qu'on se parle assez souvent. Donc, salut Martin et salut tout le monde. Et merci donc d'avoir regardé cet épisode Above the Rim. Et vous pouvez profiter aussi du podcast sur Apple Podcast et sur Spotify. Merci tout le monde. Merci. Martin. Salut. À bientôt. Bye bye. Bye.